Bienvenue dans Date & Doc, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la médecine. Je suis le docteur Océane Sultan et ensemble nous allons explorer l'histoire de notre santé à travers nos médecins. Aujourd'hui, je reçois le docteur Amandine Mollard qui est chirurgien et spécialisé en gynécologie. Salut Amandine. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler surtout de prévention des cancers gynéco. Même si, en effet, toi, t'es encore plus spécialiste dans la chirurgie. Mais avant d'avoir un cancer, on va essayer quand même de le prévenir. Et c'est surtout notre sujet du jour. Est-ce que, pour essayer de comprendre un peu, tu peux nous dire quels sont les différents cancers en gynéco ? Alors, quand on parle de cancer en gynécologie, il y a le sein et puis tout l'appareil reproducteur qui est dans le pelvis, donc dans la partie inférieure de l'abdomen. Donc hors sein, effectivement, qui est souvent pris en charge. Parce qu'on a déjà parlé en plus avec Anna. Exactement. Donc je vais pas prendre le travail d'Anna. Donc c'est l'utérus, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus également, et du vagin. Et de la vulve. Ok. Voilà, principalement. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces cancers ou pas ? Alors, il y a certains cancers qui sont liés au papillomavirus. Ok. Donc, il y a le cancer de la vulve, du vagin et du col de l'utérus qui peuvent effectivement être induits par une infection à HPV. Ok. Le cancer de l'endomètre est souvent un cancer hormonodépendant. Ok, c'est quoi le cancer de l'endomètre ? Alors, l'endomètre, c'est le tissu, la partie la plus interne des couches de l'utérus. L'utérus, en fait, il a 3 couches. La partie la plus externe, comme le papier peint dans une pièce, le muscle. Et puis, à l'intérieur, il y a une dernière épaisseur qui est cet endomètre, qui, en fait, dont l'épaisseur varie en fonction du cycle. Okay. Et c'est cette dévisualisation de l'endomètre qui fait les règles. Okay. Donc, en fait, ce que l'on perd quand on a nos règles, c'est de l'endomètre. Du coup, on comprend pourquoi c'est hormonodépendant, parce qu'en fait, toute notre vie, il change un peu. Exactement. Et les ovaires, du coup ? Et cancer de l'ovaire, alors, il y a des cancers de l'ovaire qui sont avec des prédispositions génétiques. Ouais. Et puis après, les cancers de l'ovaire, c'est un peu plus difficile. Il y en a certains qui peuvent être hormonodépendants, effectivement, comme les cancers de la granulosa de l'ovaire. Il y en a qui sont effectivement avec une prédisposition génétique. Et puis les autres, on ne sait pas très bien. Sûrement des facteurs environnementaux. Ok, on va essayer aujourd'hui de s'attaquer à deux des cancers gynéco, de la sphère gynéco, on va dire, parce que sinon, on va mettre 3 heures, et en plus, si on parle des traitements et tout ça, là, on y est pour la journée, voire 3 jours. On va faire 2 types de cancers. On va s'attaquer au col, et essayer de comprendre comment on peut prévenir les cancers du col de l'utérus. Et deuxièmement, celui de l'endomètre, c'est un peu 2 différents, donc ça sera un peu intéressant de voir comment on peut les prévenir. Si on commence maintenant par le col, tu peux nous rappeler exactement déjà le col, vite fait, un peu avec tes mots, comment on peut définir le col de l'utérus. Alors, le col de l'utérus, c'est la partie de l'utérus qui est dans le vagin. Okay. Et qu'on voit quand on met le spéculum en consultation de gynécologie. On ouvre le spéculum, il y a tout le vagin, et au fond, il y a le col. Okay. D'accord ? Et c'est ce col-là qui va se dilater quand on est enceinte et qu'on va avoir un accouchement et qu'on va faire un accouchement par les voies naturelles. Le col va se dilater et par là que le bébé va sortir. Ok, ça c'est très clair. Maintenant, quel est le facteur numéro 1, le facteur de risque numéro 1 du cancer du col ? Alors, le facteur numéro 1 de risque du cancer du col, c'est une infection, c'est le papillomavirus, qu'on appelle aussi HPV. Et il est responsable de 95% des cancers de l'utérus, du col de l'utérus. Du col de l'utérus, tout à fait. Et donc, il y a 5% des cancers du col de l'utérus qui sont sans HPV. C'est ça, et qui peuvent être liés à ce qu'on appelle le DES syndrome, si les mamans ou les grands-mères des patientes ont pris du Distilbène, par exemple, et on en voit de moins en moins. Ouais, c'est les générations. Ouais. Mais c'est vraiment... Après, c'est une toute petite pourcentage. Ok. Donc, essentiellement HPV. Oui. Donc, le papillomavirus. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce papillomavirus ? Alors, il existe plus de 200 types de papillomavirus. Il y en a 12 qui sont oncogènes pour la sphère gynéco. Responsables de cancer, en tout cas. Qui sont responsables, effectivement, de cancer. 12 qui ont été identifiés. D'autres peuvent donner des petites verrues, ce qu'on appelle les condylomes.
Et c'est un... Est-ce que les condylomes évoluent vers le cancer ou pas? Non. C'est deux choses différentes. En général, ce sont des HPV différents qui donnent les condylomes et ceux qui donnent les cancers. Ils ont un tropisme donc, gynécologique, donc le col de l'utérus, le vagin et la vulve, mais pas que. L'anus et la verge et la cavité buccale. Ouais, c'est ça. Voilà. On retrouve pour les cancers ORL tout à fait. Du papillomavirus. Donc ce podcast concerne aussi bien les femmes que un peu les hommes quand on parle d'HPV, on est d'accord? Complètement. Ça doit concerner les deux. Les deux. Tout à fait. Pour deux raisons. Un, parce que les deux peuvent avoir des cancers. Et deux, parce que comme ça, on évitera d'attraper l'HPV de l'un à l'autre. En fait, c'est une transmission sexuelle, même sans pénétration. Lors de caresses, de préliminaires, HPV possible, on est d'accord? Complètement possible lors des préliminaires, aussi quand on a une pratique orale. Donc fellation, préliminaire, tout ça, HPV. Exactement, il n'y a pas besoin de pénétration. Le préservatif protège, mais pas complètement, pas à 100%. Il va diminuer le taux de transmission, mais il n'est pas intégral. Donc le préservatif ne protège pas complètement contre l'HPV. Ça, c'est hyper important de le savoir, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on va mettre un qu'on préservatif, se sent protégé, et en fait, non. on se sent protégé de tout. Ok, hyper important. Donc on a dit le contact proche. Est-ce que si je vais faire pipi dans des toilettes publiques et que je m'assois sur les toilettes, je peux avoir de l'HPV? Non, parce qu'en fait, il ne survit pas sur des surfaces comme ça. L'HPV, au bout de quelques temps, il va être éliminé et il ne va pas survivre. Il y a vraiment un tropisme sur les muqueuses. Ça veut dire les structures humaines un peu humides, comme la vulve. Ok. Bon, c'est déjà ça. Non pas que je m'assois dans les toilettes publiques. Alors voilà, ça c'est un autre débat d'hygiène. Mais voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, sans commentaire. Voilà. Mais a priori, on n'attrape pas le HPV en s'asseyant sur la cuvette des toilettes. Est-ce que donc il y a un moyen d'essayer d'éviter ce HPV? Il y a un vaccin, on est d'accord? Tout à fait, il existe un vaccin. Il a débuté ce vaccin, les précurseurs, c'était les Australiens. En 2007, ils ont commencé à vacciner, donc on a quand même beaucoup de recul. Ils ont commencé à vacciner les petites filles en 2007. Ouais, je me souviens de ça. Donc il y a un vaccin qui maintenant, il y a plusieurs vaccins qui existent et qui sont homologués dans le monde. Et maintenant, en France, il y en a un seul, c'est le Gardasil 9. 9 parce qu'il va protéger contre 9 types d'HPV. Et tu me dis qu'il y en avait 12 qui étaient responsables, non? C'est ça? Oui, mais la plupart, en fait, sont dans les 9. Ok, nickel. Voilà. Dans les 9, il y a des HPV qui vont... ça va être concerné des HPV justement pour les condylomes, les petites verrues. Le 6 et le 11. Et puis les autres, 16, 18, 33, ce sont ceux qui sont oncogènes. Ça veut dire que ils peuvent entraîner un cancer. Et ce sont les plus... En fait, ils ont pris la prévalence des HPV dans les cancers en France. Ok. Ah oui, c'est pour ça. Ah, ils sont différents les... Non, pas spécialement, mais c'est les mêmes. Est-ce que... Alors, on vaccine qui, en fait, déjà? Alors, depuis 2021, il y a une nouvelle recommandation pour mise en place à partir de 2023, donc la rentrée de 2023. On commence à vacciner en 5e. Donc, tous les élèves de 5e ça a été proposé. La vaccination des garçons et des filles de 11 à 14 ans. Jusqu'à 14 ans révolus. Et après, il y a 14 ans. Voilà. Attends, et ça, des enfants à 11 ans, ils sont en 6e. C'est ça. Voilà. Moi, personnellement, j'ai commencé en 6e pour le mien. C'est ça. Donc, garçons et filles. Donc, ça, c'est important. Donc, de 11 à 14 ans. Et là, c'est en 2 injections. Une première injection en intramusculaire et puis une deuxième 2 mois après. C'est complètement remboursé par la Sécurité sociale et la mutuelle. Sinon, le vaccin, il coûte à peu près 115 €. Voilà. Et puis, entre 15 et 19 ans, c'est ce qu'on appelle le rattrapage. Et là, entre 15 et 19 ans, c'est en 3 injections. Donc, c'est ceux qui n'ont pas du tout fait de vaccin avant. C'est ça. Et ils ont déjà 15 ans. À ce moment-là, ils vont pas en avoir 2, ils vont en avoir 3. Exactement. Et du coup, quand t'en as 40, t'en fais 10, c'est ça? Parce qu'en fait, non, ça n'a pas été étudié. Après, voilà. On ne sait pas s'il faut faire, après les vaccinations, s'il faut faire des rappels, si effectivement, comme tu dis, après 40 ans, si on voulait se faire vacciner, s'il fallait en faire plusieurs. Alors, il y a des petites comment dirais-je, exceptions.
Pour les enfants très immunodéprimés, ça veut dire ceux par exemple qui vont être greffés ou ceux qui ont le sida ou tout ça, on peut effectivement, ils sont plus à risque, donc on peut les vacciner à partir de 9 ans. Ok. Et au-delà de 19 ans, normalement, il n'y avait pas de recommandation. Ça veut dire en gros que vous pouvez vous vacciner, mais ce n'est pas pris en charge. Hein. Normalement, c'est hors recommandation. Et on a recommandation, ça veut dire juste pas pris en charge par la Sécu. C'est-à-dire que... Entre guillemets. C'est-à-dire que ton médecin peut dire ok, moi je préfère vous vacciner, il te fait une ordonnance, mais effectivement ça ne va pas être pris en charge. Okay. Voilà. Et donc en France, jusqu'à maintenant, de 19 à 26 ans, on pouvait aussi vacciner sur le schéma, donc 3 injections, pour les hommes qui avaient des relations homosexuelles. Ouais. Et alors là, depuis le 13 mai, depuis le 13 mai 2025, donc c'est tout récent, l'HAS en train d'étudier et préconise l'extension pour tous les jeunes jusqu'à 26 ans. Donc garçons et pas filles. Seulement homosexuels, c'est ça en fait. Exactement. C'est bien ça. Ouais, parce qu'en fait, ils ont montré que même si dans les premières années de relations sexuelles, 80% des jeunes adultes allaient être mis en relation avec l'HPV, finalement, entre 20 et 26, il n'a pas tant que ça. Et donc, on pourrait justement les protéger. L'idée, c'est normalement d'être vacciné avant d'être mis en contact. Bien sûr, voilà, on est d'accord. C'est le but. Ouais, c'est ça, parce que dès que tu es mis en contact, après... on ne peut pas savoir avec quel HPV tu as été mis en contact. Parce que, en gros, même si 80% de la population a été en contact dans les premières années de sa vie sexuelle avec l'HPV, il y a à peu près 10-15% qui vont le garder. En fait, seulement, et qui pourront avoir une vraie infection à HPV. Mais tout le reste, même si on testait tout le monde, on ne peut pas savoir, en fait, quel HPV on a eu. Oui, c'est ça. Mais est-ce que finalement, comme tu dis, il y a plein de différents HPV. Ouais. Peut-être qu'on a été en contact avec un, et que finalement, on n'est pas en contact avec les autres. Ça ne vaudrait pas le coup de se faire vacciner on ne sait pas. Alors, il y a des pays qui, par exemple au Canada, ils ont fait des campagnes de vaccination un peu exceptionnelles jusqu'à 45 ans. Wouhou, voilà. Je suis dedans. Dans l'étude du Gardasil, dans l'étude du Gardasil, ils ont fait différentes études et ils ont effectivement vacciné les patientes jusqu'à 40 ans. Okay. Alors, qui ont été un peu prouvés HPV négatifs déjà avant. Alors c'est non, un peu ça, c'est ça. Non, ils n'ont pas effectivement. L'idée, c'était pas de faire un test HPV avant et s'ils étaient négatifs de les vacciner. Ils ont vacciné au tout venant. Et quand même, il y avait une réduction de contamination et surtout de dysplasie cervicale. Alors, les dysplasies cervicales, c'est quoi ? C'est une infection chronique à l'HPV qui fait que ça va modifier un petit peu la structure des cellules sans que ce soit des lésions cancéreuses. C'est ce qu'on appelle des lésions précancéreuses et qui, si on les laisse, effectivement, peuvent évoluer. Il y a un continuum et elles pourraient évoluer en 10 ans, 10-20 ans, selon certains, sur une lésion cancéreuse. Ok, mais du coup, si je comprends bien, donc on est d'accord, jusqu'à 26 ans, maintenant, la question ne se pose pas, homme, femme, allez-y. C'est pas encore acté dans le calendrier vaccinal pour jusqu'à 26 ans pour tout le monde, mais c'est là, voilà, exactement. Mais on est dans cette idée, on vaccine, on a envie de vacciner tout le monde, et là, on est à peu près sûr que le vaccin va fonctionner assez bien. T'as un chiffre à peu près sur les gens qui sont vaccinés, est-ce que t'en as déjà vu qui ont eu un cancer du col ou pas ? On en a déjà vu alors moi, dans mon expertise à Gustave Roussy, non. Mais en fait, en même temps, moi, les cancers du col, c'est 40, 50 ans. Donc, c'est ma génération. Et ma génération, on n'est pas vaccinés. Ouais, c'est ça. donc, on va aller voir. Ouais, ça va être intéressant. On va bientôt rentrer dans ces générations qui ont été vaccinées et en fait voir si, bien entendu. Alors, il y a les États-Unis, l'Australie, qui a commencé bien avant nous. 2007, je te disais pour les filles, et je crois que c'est 2013 pour les garçons. Donc, ils ont vraiment du recul. Ils ont diminué de 75% des cas les maladies liées à l'HPV sur le plan gynéco. Donc, c'est pas rien en fait. Ah bah non, c'est fou. Et si je comprends bien l'étude que tu m'as dit, où finalement ils ont essayé de vacciner jusqu'à 40 ou 45 ans, je me souviens plus, toutes les femmes comme ça, mais peut-être que ça marchait en partie, peut-être pas complètement, mais si on avait sélectionné les femmes qui en plus étaient prouvées, entre guillemets, HPV négatives, peut-être que ça aurait marché encore plus. Alors, possible. Après, on sait que plus on vaccine tôt et jeune, plus en fait notre capacité
à faire des anticorps grâce au vaccin est importante. C'est pour ça que tous les vaccins et que le calendrier vaccinal commence très tôt. Il y a le côté jeunesse. Exactement. voilà, malheureusement. Tu vois, ça, j'avais pas encore ça. Ok. Il y a le facteur production d'anticorps est meilleur à 16 ans qu'à 40. C'est ça. Ouais, la capacité à faire des anticorps, elle est meilleure plus jeune. C'est pour ça qu'on commence à vacciner très tôt. Je vois, ok. En tout cas, c'est toujours intéressant d'en discuter avec sa gynéco, de voir à peu près... Alors, gynéco, médecin traitant, ouais, bien sûr. Et ceux qui peuvent vacciner, les pharmaciens, les sages-femmes peuvent vacciner. Ok. Comme tous les vaccins, je crois qu'il y a eu un peu des gens qui se sont dit « Oh, attention, le vaccin, il y a des risques. » Je crois qu'on en avait entendu pour l'hépatite B, on en avait entendu... Et l'HPV, je ne sais pas si on en a entendu beaucoup. Si, il y a toujours des trucs... Ouais, surtout toutes les maladies immuno-induites, en fait. Donc, on a beaucoup parlé de la CEP, de la leucoplasie cérébrale. Donc CEP, les scléroses en plaques, les Guillain-Barré, les trucs comme ça. Tout à fait, exactement. Tous les trucs un peu neurologiques. Tout à fait. Et en fait, maintenant, on a beaucoup de recul. Il y a eu, je ne sais pas combien de doses distribuées. Je pense qu'on est à plus de 2 millions de doses distribuées dans le monde. Et en fait, c'est des cas exceptionnels chez des patientes qui probablement auraient développé quelque chose après. Non, les principaux effets secondaires, et ça c'est vrai, et ça c'est fréquent, donc on peut prévoir les parents et informer les jeunes, c'est que ça peut faire mal au point d'injection, clairement, et on peut avoir un peu de fièvre. Ok, voilà. Bon, j'ai envie de te dire. Mais un peu comme tous les vaccins, voilà. C'est ça, moi je suis un peu... je commence à dépasser cette période de vaccin avec mes enfants, mais... ah oui, c'est ça, tous, ouais. C'est un peu tous, voilà. C'est un peu tous. Ça, jusqu'ici, ça va. Et alors, ce qui est bien dans le calendrier vaccinal, c'est qu'on peut le faire en même temps que d'autres vaccins. Ok. Voilà. Donc, c'est bientôt, pas mal. Il va y avoir des vaccins combinés. Alors là, on peut pas prendre la seringue, mélanger tous les vaccins ensemble. Tu fais un bras d'un côté, un bras de l'autre, exactement. une cuisse d'un côté, une cuisse de l'autre, et hop, on est bien. Donc l'HPV, gros facteur de risque, on est d'accord. Le principal. Quasiment tous les cancers liés à l'HPV. Pas que chez les femmes, pas que donc du coup le col, mais aussi ORL, anal aussi. Anal, d'accord, bien sûr. Ouais. Et exactement. Donc aussi chez les hommes. Donc ça, c'est un message ultra important. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, c'est très important de le dire. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque ? Alors, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait un autre facteur de risque, c'est quand effectivement on a une diminution de l'immunité, c'est-à-dire que notre corps a moins la capacité de se défendre, donc quand les gens sont immunodéprimés, donc quand on prend un traitement pour les greffes, par exemple, quand on est immunodéprimé par le sida. Voilà. Et par contre, la persistance de l'HPV, elle peut être favorisée ou augmentée par le tabac. Ça veut dire qu'effectivement, quand on interroge les patientes qui ont développé un cancer du col, donc on va dire 95% lié à l'HPV, beaucoup sont fumeuses. Ouais, donc HPV plus tabac. En fait, le tabac augmenterait la persistance de l'HPV. Et plus l'HPV persiste, plus on a un risque de lésion et puis après de transformation. Ah oui, c'est ça la relation avec le tabac, c'est qu'il va garder l'HPV. Donc, on peut être HPV positif à un moment et après être négatif à un autre moment ? Ah bien sûr. Donc en fait, comme je te le disais, il y a à peu près que 10-15% des patientes qui vont avoir une infection à HPV. Et pour le cancer du col, pour le col, ça va être le premier stade, c'est ce qu'on appelle les dysplasies de bas grade. Ouais, c'est ça. Ou dans les comptes rendus justement de frottis, ça va être CIN1. Et ça, c'est vraiment les premiers stigmates d'infection. Et ça, les CIN1, on ne les traite pas, on les surveille. Parce qu'en général, ces infections-là, ces stigmates d'infection sont nettoyés dans les 2 ans. Donc en fait, on peut combattre l'HPV par nous-mêmes. Ok. Oui, ça c'est intéressant. Et maintenant, parce que je sais qu'il y a... moi je me souviens quand j'ai commencé à faire des frottis et des trucs comme ça, on parlait de frottis, il n'y avait que des frottis. Maintenant, il me semble que ça a un peu changé. Déjà à partir de quel âge il faut commencer ? Alors, 25 ans. 25 ans, on commence. 25 ans, on fait un frottis. Donc là, c'est avec une petite brossette, on fait un examen gynéco. On met un spéculum. Et avec une petite brossette, on va venir gratter l'extérieur et l'intérieur de l'orifice du col. Et en général, on a les résultats, on envoie au laboratoire. Et ça, on le fait à 25 ans. On le refait 1 an plus tard, à 26.
puis 3 ans après. Et ça, que des frottis. Voilà, là on fait que des frottis. Et le test HPV, c'est à partir de 30 ans. Et c'est tous les 5 ans, s'il est négatif. Et donc ça, c'est aussi... Dans notre idée, la même chose, examen sous gynéco, c'est pas une prise de sang, quoi. On est d'accord. Ah non, c'est la même façon de le faire. C'est la même façon de le faire, et ça, c'est tous les 5 ans. Donc, en fait, le dépistage, c'est de 25 à 65 ans. Après 65 ans, c'est fini. Après 65 ans, le risque d'avoir été en contact de nouveau avec l'HPV diminue. En fait, avec des nouveaux HPV, il diminue. Et aussi, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à 65 ans, en général, les femmes sont ménopausées, parce que l'âge de la ménopause, c'est 50-55 ans en moyenne. Il y a bien avant, il y a bien après, mais voilà. Et donc, du coup, il y a le tissu du col de l'utérus qui est très sensible à l'HPV, rentre vraiment à l'intérieur du col et est un petit peu moins accessible. Donc en fait, l'HPV va venir un peu moins faire de dégâts. Il y a presque des avantages à vieillir, là. Il y en a certains. Mais par contre, il faut quand même faire son suivi gynéco parce que le vagin et la vulve sont toujours... Bien sûr, oui. Il n'y a pas que le cancer toujours à examiner. L'HPV. Donc en fait... Donc, au départ, on fait des frottis, c'est-à-dire qu'on va vraiment analyser les cellules. C'est ça. Et après, on fait un examen HPV. C'est juste pour savoir si on est HPV positif ou HPV négatif. Donc, en fait, il faut imaginer que l'HPV est tellement le facteur numéro 1 du truc que maintenant, au lieu de faire un test où on va regarder vraiment les cellules, on va juste voir si t'es positif ou négatif. C'est ça, si il y a la cause de l'infection. Ça a bien évolué. C'est comme si on se disait, tu as un cancer du poumon, le tabac est tellement le facteur numéro 1 qu'en fait, le seul truc à vérifier, c'est si c'est tabagique ou pas. Et alors, même, ça a été même plus loin, c'est que pour les patientes qui seraient vraiment, je le dis pas, mais qui seraient vraiment réticentes à l'examen gynéco, on peut avoir des autotests pour l'HPV. Ça veut dire qu'on commande son test HPV, on fait soi-même son petit test, parce qu'on a besoin de moins gratter l'intérieur du col par rapport au frottis, et on envoie au labo. Et ça, il y en a en France ? Alors, je pense qu'on peut se le faire prescrire par la gynéco, Ok, c'est marrant. Ouais, je crois que j'avais entendu ça à l'étranger. Et puis, on peut faire aussi son test au labo, tout simplement. On peut aller dans un labo de ville et ils font le test HPV. Ok, bon, c'est donc, voilà, maintenant, ça s'est vraiment démocratisé, parce que c'est vrai que l'accès à la consultation de gynéco, ça peut être des fois un peu fastidieux. Voilà, mais même si l'examen gynéco... Il ne faut pas se limiter. Voilà, c'est Il exactement. ne faut pas se dire, attention, j'ai mon rendez-vous gynéco, je ne sais pas quand, il faut absolument que je fasse un test. C'est pas forcément que c'est une urgence de faire un test HPV, absolument. Non, parce que c'est tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans, mais quand même, c'est quand même intéressant de le faire. Et donc, si l'HPV est positif, on fait quoi ? On fait un frottis derrière ? Exactement. Ouais. On fait un frottis pour voir si les cellules ont commencé déjà à être infectées et s'il y a des stigmates. Ok. Exactement, on fait un frottis. Et si le frottis n'est pas correct et effectivement il y a des lésions sur le frottis, après on fait une colposcopie, ça veut dire qu'on fait un examen gynécologique où on va mettre des produits qui vont nous permettre de révéler vraiment des lésions au niveau du col. On a une loupe avec une lumière particulière et on peut faire des biopsies. Donc ça veut dire on prend un petit bout de tissu avec une pince dirigée et là on analyse une biopsie. Et ça plutôt au bloc non, ça se fait complètement en consultation de ville. Il faut juste que la gynéco fasse de la colposcopie. Donc on passe d'un examen HPV, juste le virus, à on analyse des cellules avec le frottis, à on fait carrément la biopsie et on va voir un peu ça. Et on sélectionne en fait les patientes qui vont aller sur la biopsie. Ok. C'est ça, tu vas de plus en plus croissant. On reparlera bien entendu de qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on a cette biopsie qui est positive, parce qu'il va y avoir automatiquement un bilan pour savoir ce que c'est, tout ça. Il peut y avoir, comme tu disais tout à l'heure, juste de la surveillance. Tout à fait. Premier stade, c'est la surveillance. Et il faut rassurer les patientes qui sont très stressées, et on le comprend. Et leur demander d'arrêter de fumer. L'idéal, bien entendu. Ok, maintenant, une fois qu'on est HPV positif, qu'on n'a pas eu de cancer, d'accord, on était HPV positif, éventuellement on est allé jusqu'à la biopsie, peut-être qu'on a des lésions précancéreuses mais qu'on est en train de surveiller. Est-ce que ça change ta fertilité ? Est-ce qu'il peut y avoir un retentissement sur ta fertilité ou pas ? Alors non, c'est vraiment les traitements qui vont pouvoir avoir un retentissement sur la fertilité en général. C'est-à-dire que dans les traitements des lésions précancéreuses par exemple, il y a des traitements qui sont le laser,
ou la conisation. Et là, si on enlève une petite partie du col de l'utérus qui forme un cône, et ça peut avoir un retentissement. Bon, il y a des recommandations sur la taille, comment le faire, chez qui. On pourra faire un podcast si tu veux là-dessus. Mais ça peut raccourcir un petit peu le col, ça peut aussi le sténoser, donc c'est un peu plus pourvoyeur de fausses couches tardives, d'accouchements prématurés. Ouais, donc le col est plus court, donc automatiquement il y a un risque. Un risque de faire des fausses couches, et le fait qu'on ait gratté à cet endroit-là, il peut en fait se boucher. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle une sténose. Ça veut dire que c'est une petite synéchie, une petite bride qui se fait. Ouais, c'est possible. Et donc, les spermatozoïdes ont un petit peu du mal à monter. Rentrer. Exactement. Tout à fait. Ok, donc en fait, finalement, c'est quand même plus sur des lésions précancéreuses. C'est sur les traitements. C'est plus les traitements qui pourraient avoir un impact. L'HPV en soi, HPV positif ou HPV négatif, ça ne change pas grand-chose. Ok, ça me paraît assez clair pour le cancer du col. Bon, si on passe au cancer de l'endomètre, donc le cancer de l'intérieur de l'utérus, parce que là c'est complètement différent les facteurs de risque quand même. Rien à voir. Rien à voir. C'est pour ça que je trouvais que c'était cool de dire. C'est pas le même âge. Ouais. Donc on est sur du 45-50 ans pour 40-50 ans pour le col. On est à un âge médian de 69 ans pour le cancer de l'endomètre. Okay. Même s'il faut savoir que 20% des patientes des cancers de l'endomètre ne sont pas ménopausées et que ça peut arriver chez les patientes de moins de 40 ans, c'est 5%. Donc voilà. Nous, quand on fait les études de médecine et quand on fait la spécialité gynéco, on a un adage comme ça. Toute métrorragie, ça veut dire tout saignement. Ouais. Chez les femmes qui sont ménopausées, ça doit d'abord faire chercher un cancer de l'endomètre. Ouais, c'est ça. Donc c'est le premier symptôme. Moi j'avais ça en tête. Ouais, voilà. C'est pas les douleurs, c'est pas l'amaigrissement, c'est pas le saignement, ménopause. Saignement, ménopause de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Voilà, exactement. C'était ça le truc. C'est ça. Et pas mis 0. Ouais, c'est ça. Pas mis, hop, t'as 0. Voilà. Ah, dommage, tu fais pas ce que tu veux dans ta vie. Formidable. C'était ça. C'était ça, non? C'est ça. Ok, ça je me souviens. Et donc, quel est le facteur de risque d'avoir un cancer de l'endomètre? Alors, il y en a plusieurs. C'est surtout l'exposition aux œstrogènes naturels. Donc, ça va être une puberté très précoce et donc une ménarche très précoce et une ménopause très tardive. D'avoir ses règles tôt. Voilà. Le plus de temps t'es exposé à tes règles. Et le plus de temps t'es exposé à tes œstrogènes, fait. Oui. Exactement. Donc du coup, finalement, les nouvelles pilules avec des œstrogènes et des progestatifs, ça protège un peu, justement. Okay. C'est pour ça que même si le chiffre est à peu près stable et le taux d'incidence, ça veut dire les nouveaux cancers qui arrivent chaque année de cancer de l'endomètre, sont à peu près stables, ils diminuent chez les jeunes patientes qui avaient un cancer de l'endomètre parce qu'elles sont protégées maintenant par les pilules. Mais il augmente chez les patientes plus âgées, les plus de 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de sédentarité, plus d'obésité, plus de diabète. Et ça, ce sont des facteurs de risque. Ok, en quoi... Alors, tu vas me dire, donc là j'ai compris qu'il y a un gros truc facteur hormonal dans le cancer de l'endomètre, ce qui était assez logique quand tu vois ce que c'est l'endomètre. L'histoire de l'endomètre. On comprend un peu ce que c'est un facteur hormonal toute notre vie, donc automatiquement le facteur de risque c'est hormonal. En quoi le fait d'être obèse ou d'avoir plus de graisse va influencer, je trouve ça passionnant en ce moment-là, va influencer le fait d'avoir un cancer de l'endomètre? Parce que le tissu adipeux, c'est un des principaux sites producteurs d'œstrogènes. Donc la graisse produit de l'œstrogène. Voilà, exactement. Donc si on n'a pas beaucoup de gras, on n'aura pas beaucoup d'œstrogènes en plus de ceux qui vont être fabriqués par les ovaires. Mais parce que une des productions, c'est quand même aussi les ovaires. Ouais. Mais le tissu adipeux, si on en a en grande quantité, va fabriquer de l'œstrogène. Et il y a une deuxième piste, c'est que l'obésité l'augmentation du tissu adipeux va augmenter aussi certaines hormones, l'insuline et la leptine. Et eux vont avoir une action sur des facteurs de croissance. Et donc c'est pour ça que ces facteurs de croissance vont avoir un impact sur le tissu endométrial. Ok, ça c'est hyper intéressant. Donc on a le côté hyper hormonal, ça on est d'accord. 2, le fait que... Alors j'aime bien ce que tu disais parce que tu me reprenais à chaque fois. C'est pas
le fait d'avoir un BMI supérieur, c'est le fait vraiment d'avoir un BMI supérieur éventuellement lié à de la graisse en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le tissu adipeux. Vraiment, ouais. Et alors, en 2015, ils ont fait toute une étude pour en France, 34% des cancers de l'endomètre seraient liés à une obésité. 34% des cancers de l'endomètre liés à l'obésité. C'est lié à une obésité. Et donc, on parle d'obésité avec au-delà d'un IMC, donc un indice de masse corporelle, au-delà de 30, parce qu'un IMC en dessous de 25, il est normal. 25, 30, c'est du surpoids. Et à partir de 30, et là, il y a plusieurs catégories d'obésité, on est effectivement en obésité. Et pour la catégorie 1, qui est 30-35 d'IMC, ça augmente par 2,5 le risque de cancer de l'endomètre. Donc, c'est énorme. Et alors, ils ont montré l'obésité, l'absence de sport, enfin, l'absence d'activité physique. Okay. Par exemple, dans cette étude, c'est 15% des cancers de l'endomètre. C'est pas des facteurs croisés ? Bien sûr, c'est des facteurs croisés. Comme, par exemple, un autre des facteurs favorisants, c'est le syndrome des ovaires polykystiques ou le syndrome métabolique. Donc, le syndrome métabolique, c'est une patiente qui est obèse, qui a du diabète. Oui, donc, bien sûr, c'est des facteurs, c'est un peu... syndrome métabolique, ça va être lié à l'insuline, avec la résistance à l'insuline et tout ça. Donc, en fait, on reste, pour moi, dans un truc hormonal. Complètement. Moi, ce que je retiens, en fait, de ça, c'est que le cancer de l'endomètre, c'est, genre, attention, c'est un truc hormonal. Voilà. Donc, à savoir, finalement... D'où on peut trouver les hormones. Donc, il y a le truc logique, on a ses règles, on prend la pilule, tout ça. La pilule protège. La pilule protège, oui, c'est ça. Voilà. Donc, comme les grossesses. Les grossesses protègent. Parce qu'on n'a pas nos règles pendant... Voilà, et puis on a un peu plus de progestérone, et les œstrogènes sont un peu mis au repos pendant les grossesses. Donc, plus on a de grossesse, plus on est protégé. Et par exemple, la nulliparité, ça veut dire l'absence de grossesse, c'est un facteur de risque. Donc, en fait, il faut avoir eu le moins de règles possible dans sa vie. Alors, c'est pas... Oui, en fait, en tout cas, il faut être le moins possible exposé aux œstrogènes naturels. Et quand on donne la pilule, c'est des œstrogènes non naturels. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pour ça que tu différencies. Les œstrogènes naturels, plus on est exposé. Donc, c'est pour moi facteurs hormonaux à fond, puisqu'il y a tout ça, en effet, protecteur, pas protecteur, en fonction de la pilule et tout ça. Si on a des grossesses, protecteurs, parce qu'en effet, on va être... Les hormones vont complètement changer. Mais... pas seulement peut-être les œstrogènes, puisqu'il y a vraiment des facteurs croisés avec les hormones comme l'insuline, puisque tu me disais le syndrome métabolique et tout ça, les gens diabétiques, ils ont... Diabète, alors surtout diabète de type 2, parce que c'est une résistance à l'insuline, mais tout exactement, à fait. Donc en fait, tout ça. Alors il y a des facteurs génétiques, il y a des prédispositions génétiques, mais c'est 2 à 5% des cancers. Pas si énorme. Voilà, pas beaucoup. Et après, il y a le facteur familial. Quand on a eu un parent au premier degré ou au deuxième degré, effectivement, ça multiplie par 2 à 3 le risque d'avoir un cancer de l'endomètre, mais voilà, c'est un peu à la marge. 80% des cancers de l'endomètre sont effectivement hormonodépendants. Alors après, voilà, c'est... Ouais, tout à fait. C'est quand même plus de 8000 patientes par an, en France, l'endomètre. Donc, c'est pas rien. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant de voir le tissu adipeux, comme tu dis, en gros, la graisse. C'est presque un organe en soi, en fait, de se dire... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a l'impression qu'on entend de plus en plus parler de ça, de se dire, c'est presque... Il faut le voir presque comme un organe en soi. Et qu'il va être producteur d'œstrogènes. Après, il y a certains médicaments aussi, je ne veux pas faire l'impasse sur les médicaments. Il y a le traitement substitutif de la ménopause, parce qu'il y a une époque, on donnait de la progestérone, on donnait des œstrogènes, mais sans donner de progestérone, qui justement contrebalançait, qui fait que du coup, les patientes étaient toujours exposées à des œstrogènes, et du coup, on donnait des œstrogènes un peu naturels à ce moment-là. Okay. Mais maintenant, il y a eu de nouvelles recommandations, depuis 2010 à peu près, sur... l'encadrement du traitement hormonal substitutif, et donc du coup ça va diminuer l'impact du THS, donc du traitement hormonal substitutif. Et puis il y a un autre médicament que nous on connaît en cancéro qui est le tamoxifen, qui est un traitement anti-hormonal qu'on donne beaucoup par exemple chez les patientes qui ont eu un cancer du sein. Voilà, mais donc c'est une surveillance un peu particulière effectivement à avoir. C'est très intéressant et je pense que je ferai, parce que ça c'est encore des sujets de débat et des sujets de... on garde un peu en tête, moi je sais quand je parle à ma mère, à ma grand-mère de traitement hormonal substitutif, c'est encore un autre sujet parce qu'il va falloir reparler des cancers du sein et tout ça. Donc je pense qu'il faudra vraiment se poser et en discuter beaucoup plus longuement pour essayer d'éviter... les petits a priori qu'on avait quand il y avait une étude qui est sortie et qui n'avait pas été si bien analysée que ça. Tout à fait.
Maintenant, est-ce qu'il y a, donc pour ce cancer de l'endomètre, est-ce qu'on fait des tests comme on fait des frottis, des tests HPV, tout ça? Non, on n'en fait pas, parce que d'ailleurs, on ne sait pas très bien quoi faire chez une patiente qui est, on dit, asymptomatique, ça veut dire qu'il n'a pas de symptômes. Donc déjà, ça veut dire, chez une femme qui est ménopausée, effectivement, l'endomètre doit être fin, c'est-à-dire 2 mm. Voilà. Chez une femme, effectivement, qui a des métrorragies, donc des saignements, on va faire cette échographie. Mais c'est toujours la même chose pour le dépistage. Ça veut dire quelles mesures on va pouvoir mettre en place, combien ça va coûter à la société, pour quel type de dépistage derrière. Il faut savoir que 80%, 85% des cancers de l'endomètre sont au stade 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire localisés à l'utérus et pris en charge sur le plan chirurgical avec un pronostic excellent, un taux de survie de 95% à 5 ans. Donc, les autorités disent, non, on va plutôt... Voilà, c'est ça le problème. Le problème du dépistage, c'est qu'il faut que ça rende service à un nombre important de la population, avec malheureusement une rentabilité. Et faire une échographie à tout le monde, ça n'a pas forcément... Pour 8000 patientes. Pour 8000 patients et par que derrière, c'est très bien soigné. Et que derrière, c'est très bien soigné. Voilà. Et finalement, en fait, on ne fait pas de dépistage. Voilà. Mais par contre, c'est quand même important de connaître les signes. Voilà. Donc ça, c'est important. Un saignement... Et c'est pas de douleur, en fait. C'est hyper important. Un saignement, alors qu'on est ménopausé, il faut consulter sa gynéco, faire une échographie pelvienne. Et, voilà. Et si on a un endomètre qui est épaissi, il faut aller faire des prélèvements. Donc ça soit en consultation, soit par hystéroscopie. L'hystéroscopie, c'est on met une petite caméra à l'intérieur du vagin, puis du col, puis de la cavité utérine. Et on fait un petit prélèvement avec un petit couteau qui est au bout de la caméra. Et on a les résultats en 10-15 jours grand maximum et on voit. Et donc, si c'est positif, le traitement premier va être le fait d'enlever l'utérus. Ouais, dans 85% des cas, ouais. Exactement. Alors, je sais que c'est la prévention, mais quand même, c'est un peu la big boss de cette chirurgie-là. Donc, on va être obligé ma dernière question de faire ça. Et en plus, souvent, j'aime bien faire une petite dernière question en faisant un truc la chirurgie de demain ou la médecine de demain, blablabla, tout ça. Alors, ça fait un moment que ça existe, mais on est obligé de parler du robot. Oui. Donc la chirurgie robotique, en fait, c'est la chirurgie mini-invasive. Ça veut dire qu'on ne va pas ouvrir le ventre des femmes, on va faire des petits trous. On va gonfler le ventre avec un gaz pour pouvoir travailler avec des instruments, des petites incisions qui vont faire 8 mm. Donc pour enlever l'utérus, tu vas l'enlever avec un robot. Voilà, et maintenant... Avec derrière toi la manette. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on fait la chirurgie mini-invasive. Il y a la voie célioscopique, classique. On a nous-mêmes les instruments. Okay. Et là, maintenant, effectivement, depuis des années, il y a ici à Gustave aussi, mais ailleurs aussi, on a le robot. Et donc, effectivement, il y a 4 bras qui vont travailler pour nous. Et nous, on a une console à côté et on va guider le robot. Comme ça. Hop, tic, tic, tic. Voilà. Okay. Qu'est-ce que ça apporte, finalement ? Alors, ce qui ça apporte, c'est essentiellement chez les patientes obèses. Et donc, c'est quand même un peu notre population cible dans le cancer de l'endomètre. Pas pour les autres, mais pour le cancer de l'endomètre, c'est quand même notre population cible. Et il y a moins de conversion. Conversion, c'est on n'y arrive pas avec les petits trous et on est obligé d'ouvrir le ventre. Ouais. Et donc, effectivement, les études montrent qu'il y a moins de conversion, moins de saignement. Aussi. Okay. Voilà. Et alors, dans le cancer de l'endomètre, quand on fait la chirurgie du cancer de l'endomètre, on va aussi aller retirer ce qu'on appelle les ganglions sentinelles. Alors, les ganglions sentinelles, c'est quoi ? Chaque organe est parcouru par des petits vaisseaux lymphatiques. C'est là où vont circuler en fait toutes les défenses immunitaires qui vont nous protéger. Et ces petits vaisseaux lymphatiques vont dans des ganglions. Alors typiquement, moi ce que je dis à mes patients, les ganglions c'est quoi ? Quand vous avez une angine, une otite, un petit rhume, vous palpez tous vos ganglions. Tout le monde a des ganglions, c'est normal. Mais ils vont être hypertrophiés quand il y a une infection, quand il y a plein de cellules dedans. Et quand il y a un cancer, les cellules cancéreuses peuvent traverser les vaisseaux lymphatiques et se retrouver dans les ganglions et un peu les hypertrophier, qui deviennent un peu plus gros. Et donc pour être sûr que notre cancer qui était localisé à l'utérus ne soit pas parti un petit peu à l'extérieur, on va aller chercher ces ganglions. Avant, on enlevait tous les ganglions, c'est ce qu'on appelait un curage, mais ça a quand même des inconvénients et des conséquences chez les patientes. Et maintenant, on va chercher le premier ganglion de la chaîne.
C'est ce qu'on appelle. Ce qu'on fait dans les cancers du sein, en fait. Exactement, mais il y en a partout, pour les mélanomes, pour le sein, voilà. Et donc, on va aller chercher ces petits ganglions. Et pourquoi je te parle de ça au robot ? Parce que ça a été montré que au robot, on avait une pénétrance du colorant qu'on utilise au robot qui est bien meilleure que par rapport à la chirurgie mini-invasive classique, la celluloscopie. Donc on arrive mieux à détecter ces gangliosentinelles, d'autant plus que la patiente a un IMC important. Donc ça, c'est un intérêt aussi. Ok, ça c'est intéressant. Parce que du coup, parfois, ça t'arrive de ne pas les trouver ? C'est rare. C'est rare. On doit les trouver dans plus de 95% des cas, normalement. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Merci, c'était hyper intéressant, Amandine. De rien. On a essayé vraiment de faire prévention de 2 cancers. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à dire, beaucoup de choses à faire, notamment sur les traitements, parce qu'on pourrait aussi parler des traitements, mais ça ne sera pas le sujet du jour. Très bien. Amandine, nous arrivons à la 2e partie de ce podcast. Oui. Est-ce que tu as peur ? Je me méfie. Je me méfie un peu. Nous partons sur le défi du podcast. D'accord. Le défi du podcast est simple. Il est le même pour tous les chirurgiens. Okay. Il est le même pour tous les chirurgiens. Je pose, avant qu'on commence, une question. Oui. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais chirurgien selon toi ? Alors, c'est pas le tremblement. Parce que moi, j'ai un petit tremblement et c'est pas un problème. Un bon et mauvais chirurgien, je pense que c'est celui qui va savoir quand il faut s'arrêter et surtout quelle patiente il ne faut pas mettre au bloc opératoire. J'aime beaucoup. Ça fait partie des trucs qu'on n'a pas encore entendus parce que tu sais tout. Ouais, tout le monde dit des petits trucs. Il y en a qui disent je ne sais pas, c'est un bon opérateur, mais pas que. Ceux qui aussi arrivent à parler à leurs patientes. On a eu de tout. C'est marrant à chaque fois de rajouter une petite couche pour quelle est la différence entre un bon et un mauvais chirurgien. Mais dans ce podcast, l'unique chose qui compte, c'est le temps que je vais mettre à enlever tout. Enlever tout. Mais... Sans faire sonner. Ah bah bien sûr. Donc le but étant, je te le mets. Alors, je vais te dire quelque chose. C'est que on peut bouger. Je peux bouger la table. Ouais. Comme au vrai bloc. C'est ça. Non, en fait, il y a 2 choses. Première chose, c'est un podcast, je vais te poser des questions en même temps, sinon c'est pas drôle. Bah bien sûr. Deuxième en même temps, chose, je suis censée pouvoir opérer et parler. Exactement. Et puis d'autant plus que tu es une femme, tu sais faire combien de choses en même temps ? Beaucoup trop. Beaucoup trop, exactement. 3e chose, quand même, je te dis que en visionnant le docteur Honard, ce bon docteur Honard, et cette bonne docteur Anna Ilenko, les 2 ont triché. Donc, maintenant, je disais que, en fait, la tricherie n'est pas autorisée, mais finalement, apparemment... C'est pas grave. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde triche un peu. Si je ne m'en rends pas compte... Ouais, bah tant mieux. Bah, voilà, c'est ça, c'est la vie. Les mois passent et je crois que le papillon a disparu. Donc le papillon a disparu, donc tu vas être obligé de prendre un petit icône 2 fois. Il va falloir que tu en remettes un. Ouais. Tu sais que je l'ai à la maison. Ça ? Ouais, je l'avais bien sûr avec mes enfants, je l'ai. Je suis pas très douée. T'es pas très douée. Je suis pas très douée. J'espère que je vais pas être jugée là-dessus. Non, alors encore une fois, parfois tu sais, je suis focalisée sur les questions que je dois te poser. D'accord. Et finalement, je me rends pas compte que tu triches. Et comme je me suis rendu compte que beaucoup trichaient, ben voilà, je m'en rends pas compte. Si je m'en rends compte, bah tu seras obligé de remettre l'icône. Bien entendu, on prend la pince. L'idée c'est de pas buzzer. Si jamais tu buzzes, tu remets l'icône et tu recommences. Voilà. Les règles sont Je suis pas très bonne à ça. En plus, j'ai un petit tremblement, comme je te dis. Donc, les règles sont relativement claires. Oui, mais allez, Amandine, je peux commencer là. On ça sait y est. ce que tu veux au bloc opératoire, donc je ne m'en fais pas. C'est comme ça. Alors attention, parce que Anna a commencé. Ah oui. Ah, il faut pas que je commence avant. Alors Anna a commencé avant, donc j'ai vu sa tricherie. Bah oui, maintenant je me méfie. Peut-être que le dernier chirurgien que j'ai interviewé ne pourra pas tricher et il fera genre 10 minutes. Désolée. Ah oui, ça sera le plus mauvais. C'est exactement. T'es prête ? Eh ben, je suis prête. Allez, go. C'est parti. Partez. Ton acteur préféré ? Ou un acteur avec lequel tu penses ? Mon acteur préféré... alors, en plus, j'ai pas la mémoire des noms, ça va être compliqué. Ou un film que t'aimes bien ? Ou un acteur que t'as bien kiffé dans ce film-là ? Mince, j'ai pas le nom en tête. Colin Firth, tiens. Ah, ok. Ouais. Matt Damon ou Ben Affleck ? Ah, dur. Ben Affleck. Ouais. Soirée boîte de nuit ou soirée pépouze dans ton canapé ?
Ma vraie vie ou ce que j'espère? Ton rêve. Boîte de nuit, pourquoi pas. Là, en ce moment, j'ai besoin de me changer d'air. Ouais, grave. On a parlé un peu de la graisse. Alors, pizza ou salade? Salade. Ouais, désespérément. Désolée, je suis cliché. Ah, t'es cliché. Ouais, je suis cliché. Fruits ou gâteau? Fruits. Oh là là. Non, mais après, j'aime les gâteaux avec des fruits. Mon gâteau préféré, c'est Charlotte aux fraises. Ça compte. Il y a un peu des deux. Moi, c'est les tartes. Ça marche aussi. Ton plus grand rêve, que tu peux réaliser ou pas forcément. Alors moi, mon rêve, ce serait partir 1 an, alors en tout cas plusieurs mois, avec mes garçons, à faire le tour du monde. Genre en caravane? Non, ouais, exactement. J'ai envie de ça, en fait. J'ai envie de me poser et faire ça avec mes enfants. Ouais. Mais je crois que j'avais vu un reportage avec une famille qui partait comme ça. Ouais. En plus, ils seraient motivés. Mais bon, faut trouver le temps, le courage. On est d'accord. Bon, j'ai pas fait sonner, t'as vu, pour l'instant. Ah, mais alors là, je pense que rien que pour ça... Ah bah, merci, il fallait que je le dise. Bon bah voilà, il faut jamais dire ça. Il faut jamais dire jamais. Est-ce qu'il y a une journée au bloc dont tu te souviens? Où tu t'es dit, ah là, je sais pas, je me souviens d'une journée pour une bonne ou une mauvaise raison, d'ailleurs, parfois. J'ai plein de journées, parce que ça fait longtemps que j'opère. Ouais. J'ai plein de journées, des très belles journées, des journées plus difficiles, avec des patientes difficiles, parce que ça arrive qu'on ait des complications. Je me souviens de journées, par exemple en chirurgie robotique, où toute l'équipe est au diapason et tout roule. Hein. Avec, c'est beau. Et c'est beau, et tu sens que c'est vraiment un travail d'équipe et que tout marche et tout le monde est gentil. Et tu finis ta journée, t'es content. T'as vachement bossé, mais tu finis à l'heure. Et il n'y a pas eu de stress. Moi, j'aime bien le bloc parce que t'es un peu dans ta bulle quand même. Bah, bien sûr, il y a un peu de ça quand même. Et des journées comme ça au robot, j'en ai eu plusieurs. Après, j'ai des patientes qui sont parfois très très malades et des très jeunes patientes. Et donc quand on arrive à faire une grosse chirurgie, j'en ai une en tête là que j'ai fait il y a 1 mois et demi. D'ailleurs, je la vois cet après-midi en consultation post-opératoire. Et quand on a réussi à tout enlever, c'est quand même des petites victoires aussi pour eux et c'est agréable de pouvoir annoncer de temps en temps des bonnes nouvelles. C'est complètement, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un sport que tu préfères ou que tu pratiques? Je pratique pas mal de sport. Vas-y. J'aime beaucoup la natation. Ok. J'aime beaucoup la natation, mais... C'est une meuf qui nage. Okay. Ouais, je suis une meuf qui nage, une meuf qui court. C'est une meuf qui court, ok. Et j'ai une meuf qui va aussi beaucoup en salle. Ah ouais, oh là là, Ah là là, on peut même pas te faire de blagues et tout ça, on peut même pas être en mode ta pote avec qui on va manger des glaces devant le... Pas trop. Là, merde, Amandine. Non, il m'en reste combien? Il m'en reste 4. Ah ouais, là, il va falloir... Alors, t'es celle qui est la plus soigneuse, c'est marrant. Hein. Il y a des techniques, il y en a qui vont comme un peu des bourrins, ils font un score plus court, mais ils y vont comme des fous. Toi, t'es extrêmement soigneuse, c'est très beau à voir. Et donc, du coup, quand tu cours, t'écoutes quoi? De la musique ou un podcast? Je cours sans rien. Ah ouais? Ouais. Ok, marrant. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as fait qui t'a marqué? J'ai fait... pour ma rentrée en médecine, pour avoir passé le concours, ma mère nous a emmenés avec ma sœur au Canada. Et on a fait toute la Gaspésie comme ça en itinérant. Trop beau. Très très sympa. Et plus récemment, un voyage que j'ai vraiment apprécié aussi, c'était la Sicile. Ok. Ouais, très sympa la Sicile. C'est très sympa. Y a un très très différent, mais ouais. Ok, cool. Voilà. Je vais y arriver. Je le repose. Voilà, je l'ai eu. Hein. Voilà. Tu l'as eu. J'ai rien vu du tout. T'as rien vu et il m'en reste. Ah non mince, il m'en reste encore un. Soirée théâtre ou soirée cinéma? Je la pose à chaque fois parce que. Théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. J'y vais avec une copine très très souvent. Tu t'as vu quoi récemment? Alors on a vu quoi? Alors on a fait au théâtre où j'ai fini. Bravo. Ok. J'ai été voir Passeport. 5 minutes 04. Passeport de Michalik. Ok. Ah oui, ouais. Très 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 bien. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi Paul Mirabel. Ouais. Ah, il est drôle quand même, non? Ouais. Voilà. Paul Mirabel, il était très drôle. Et j'ai vu aussi Gad Elmaleh là. Et il a refait un spectacle? Ouais, il a refait un spectacle. Sympa. Ah ouais, donc tu y vas souvent, c'est cool. J'essaye. Ça nourrit un peu, ça ouvre les horizons, c'est pas mal. Je suis
tellement d'accord. Et ben écoute, on va s'arrêter là. Très bien. C'était trop sympa, Amandine. Merci je te remercie. Peut-être qu'on refera un podcast sur cette fois les traitements si tu veux. Encore plus, comme on a dit que tu étais la big boss de la chirurgie du robot, on essaiera de vraiment essayer de comprendre encore plus les différentes types de chirurgie qu'on peut faire et les conséquences de ça. D'accord, très bien. Amandine, je te remercie. Merci Excellente à toi. journée. Toi aussi. Salut.